Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Bruno Marotte. Allô Bruno? Allô Jason, ça va bien? Ah oui, toi? Oui, merci. Ben merci d'être venu. Ça fait plaisir, ça a donné bien. Oui, crime, tu passais à Québec en même temps que je te le demandais. Là. C'est un beau hasard. Oui, ma belle famille vient de l'île d'Orléans, puis c'était en fait à ma blonde, fait que 1 plus 1 a donné 2. Ah, ben, super. Fait qu'on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. OK. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, Bruno Marotte, 32 ans. De mon nom d'artiste Brownie Marron. Je suis l'humoriste avec les poulets en caoutchouc. Le gars de chocolat et margarine, si vous suivez le Gong Show. Et le gars qui fait de l'humour avec des objets. Good. Fait que tu l'as nommé ton nom de scène Brownie Marron. Ouais, marron. Là, Marron en français. Là. Ouais. OK. Pourquoi tu as choisi ça? L'affaire, c'est quand j'avais appliqué sur mon emploi à l'époque, j'avais juste changé mon nom sur tous mes réseaux sociaux pour pas qu'il y ait d'enquête. OK. C'est ça le truc. Puis j'avais écrit ce nom-là. Puis quand je l'avais laissé sur mes réseaux sociaux, plein de mes amis m'ont fait « Tu devrais le garder, c'est magique comme nom d'artiste. » Puis j'ai fait « T'as raison. » Ah, Puis j'étais tellement habitué de me faire appeler Brownie, Brown, Brun. Fait que j'ai fait une pierre deux coups. puis tu prévois le garder ou... Ouais, j'espère que le continuer. Là. J'espère que ça va devenir une marque de commerce puis qu'une bière va faire. Une microbrasserie va faire une bière à saveur de brownie au marron. Et sinon, ça ressemble à quoi un peu ton expérience en ce moment? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Plus sérieusement, depuis l'été de 2022. OK. Mais j'avais commencé à la fin décembre 2016. J'en ai fait comme pendant peut-être 8 mois. OK. Mais comme j'étais étudiant à temps plein, je travaillais à temps plein en même temps. À un moment donné, il fallait faire. J'ai fait un choix, puis comme à l'automne 2017, j'ai décidé que je me concentrais plus sur mon avenir que sur l'humour. Ça me tentait plus de travailler au Costco à temps plein, mais j'ai fait ouais, j'ai un deck à finir, je vais le finir. Fait que sinon, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'humour? Euh, Bonne question. Je te dirais que moi, j'ai grandi en regardant le Canal D avec des shows d'humour qui passaient tout le temps en reprise. Ça m'a toujours fasciné. Toujours une fascination pour l'humour jeune. Et à un moment donné, à l'adolescence, ça a comme passé à autre chose. Puis là, je me suis mis à triper sa musique. Puis là, je voulais faire de la musique. Puis quand mon band avait arrêté à l'époque, j'ai fait « Ah, je m'ennuie de faire de la scène. » Fait que je me cherchais une excuse d'être sur une scène. OK. C'est juste ça. Puis j'ai fait ah ouais, puis là, à l'époque, je pense, c'était comme My Court sous-écoute commençait. Là. On était comme dans la première année de l'époque du bordel, puis je tripais. Puis j'ai fait ah, faut que j'en fasse. J'écoutais parler les gens, j'ai fait ça a l'air tellement le fun, je vais en faire. Ah. Te rappelles-tu la première fois que tu as fait de l'humour? Oui. En décembre 2016, c'était à l'open mic du bordel. Oui. J'étais supposé jouer en septembre 2016, mais j'ai fait une crise d'appendicite le même jour. Fait que là, j'ai dû annuler mon booking pour finalement reprendre ça quelques mois plus tard. OK. Puis te rappelles-tu du numéro que tu as fait? À quoi ça C'était- ressemblait? C'était de la merde. Ah oui? Ah ouais, mais je pense que les premiers numéros, ça marche jamais. Mais comme moi, c'était comme. Je tentais de faire de la critique sociale, mais fait après. Puis trouver comme un angle baveux, arrogant. Puis j'ai fait ah, faut que je travaille. J'avais quelques gags qui ont fait rire le monde, mais de là à dire que je m'en souviens même pas, là, tellement que c'était pas mémorable. Oui. Fait que ça t'a amené à développer ton style. Comment tu le décrirais, ton style aujourd'hui? Je dirais que ça serait. Parce que j'ai passé de bien des étapes en humour. Mhm. J'ai passé à faire comme de la critique sociale, à faire de l'humour très noir, style Jimmy Carr de Liner. Et finalement, j'ai fait. Puis, tu sais, à un moment donné, je me rendais compte que tout le monde en faisait de l'humour noir. Puis c'était tellement devenu la norme que j'ai fait ah ouais. Je me souviens d'une fois, j'avais fait une soirée d'humour à Québec. J'étais reparti chez nous dans mon auto. J'ai fait hey, j'étais un parmi tant d'autres. OK. Puis là, j'ai fait ah, faut que je trouve une façon originale de me démarquer. J'avais commencé avec faire du faux ventriloquisme, mais je pense que
le monde ne catchait pas le niveau, puis moi non plus, je ne catchais pas mon propre niveau. Fait que j'ai décidé après comme de tomber dans l'humour d'objets avec les poulets et de faire de la mise en scène d'objets plus qu'autre chose. OK. Fait que tu sais, t'es quand même dans l'absurde, tu sais, Oui. t'es pas dans un stand-up Non, pas classique. du tout. Ouais. Moi, la règle de 3, boucler la boucle, faire des callbacks, pas tant mon genre. Moi, je fais comme des règles de 72. C'est comme... Moi, j'aime ça comme rendre mon humour dans un autre niveau. Parce que j'ai juste l'impression que plus c'est weird, plus ça me fait rire. Mais c'est pas tout le monde qui embarque dans la proposition. Ouais. Il y en a qui aiment ça quand c'est gentil, doux. Moi, c'est juste bizarre. Oui, ben c'est parfait. Sincèrement, ça prend des styles différents. Tu sais, on pense au Denis de Relais. Eux aussi n'ont pas de procédé humoristique, puis sont très bons. Là. Fait que c'est sûr que ça en prend des gens comme ça. Là. Puis t'en as parlé un petit peu, mais t'as passé au Gong Show à plusieurs reprises. Oui! Combien de fois? Je pense 5, 6, je me souviens plus. Oui. Puis j'avais me fait gagner plusieurs fois. Puis parce que je fais beaucoup comme un peu, mettons, le poulet. Fait que tu sais, ça devient un peu redondant pour eux. Ben, tu sais, moi, du stand-up classique, je trouve ça tout le temps redondant. Mais c'est ça que j'ai réalisé, c'est que moi, j'aime pas tant, mettons, le stand-up classique. Fait que moi, je serais du genre à gagner le monde en disant, OK, là, c'est beau, là, ta joke de Tinder puis d'Éric Duhem, là, on l'a déjà vu à quelque part. Mais en même temps, moi, c'est ça, moi, je serais pas un bon juge si j'allais là. Comme moi, je suis peut-être trop dans mon univers à moi, que j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort pour rendre mon stand-up comme mon humour, mettons, acceptable. Pas acceptable au Gong Show, mais comme pas redondant. OK. Mais le Gong Show, sinon, ça t'a-tu apporté quelque chose de positif pour ta carrière? Oui et non, mais ça c'est... je pense quand c'est arrivé... Les premières fois que j'ai fait le Gong Show, j'aurais jamais dû le faire. OK. J'étais pas prêt, mais j'étais comme... J'ai une gig au bordel, je vais apprendre. Oui. Et parce que l'open mic, ça prend plus de temps de booker qu'au Gong Show. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire l'open mic, mais il y a pas... C'est pas tout le monde qui veut faire le Gong Show. Okay. Fait que c'était comme plus facile d'avoir les places au Gong Show. Tu sais, j'avais tenté de faire un peu à ma première participation, je m'étais fait gagner par Dom Massy en joke. Puis là, c'était comme, là, il m'a regagné, puis j'étais là, je n'ai pas fini, puis ça m'avait déstabilisé. Puis là, on avait regagné 3 fois, puis là, après, à un moment donné, c'était comme, il était tanné, là. Mais ensuite, la deuxième, j'avais fait une joke, mais moi, comme j'ai une face de trou de cul, ça apparaît pas. Fait que j'avais plus l'air d'un gars qui avait envie de tuer qui faisait une joke, mais moi, dans ma tête, je fais comme, je suis Andy Kaufman, alors que j'étais juste comme désagréable. Fait que là, j'avais reçu des insultes, des menaces de mort, moi, ça me faisait rire. Puis après, ben, les autres fois, le poulet, je pense que ça avait bien été. Les poulets, la première fois que je l'avais fait, ça avait bien été. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté aussi de faire comme du stand-up plus classique parce que j'ai pas de mémoire pour retenir des textes. Mais quand j'ai l'objet, je le sais comment je me souviens comme parfaitement. T'as dit que t'avais reçu des menaces de mort. Ouais. C'est quoi ça? Oh, des commentaires bizarres, le monde qui devrait dire tu devrais mourir, tu devrais arrêter de faire de l'humour. Moi, je riais parce que je me considère comme le méchant à la lutte. Fait que dans ma tête, j'ai fait ma joke qui a pas passé, il a un peu trop passé, mettons. C'est comme le niveau d'acceptabilité a passé comme de plusieurs couches à ce que je me dise OK, je pense que le monde ne sont pas capables de faire la part des choses. Fait que tu sais, c'était quand même assez passif là, comme menace de mort. Là. C'était pas genre je vais débarquer chez vous puis je vais te tuer. Là. C'était plus. Mais si c'était arrivé, j'aurais donné mon adresse. Comme j'ai fait de la boxe, du jiu-jitsu brésilien, de la lutte olympique. Fait que tu sais, pour moi, c'est pas ça me fait pas peur. À moins qu'il y ait un gun, là, mais sinon. On n'est pas aux États-Unis, on est correct. Rare, mais il y a bien du monde après qui sont encore fâchés après moi, puis je souhaite de passer à autre chose. C'est quand même assez rare aussi que Gisèle, 67 ans,
un gun dans sa table de nuit. Ah non, mais c'est pas des giselles, là. C'est plus des jeunes d'à peu près mon âge qui sont comme weird sur Internet à la base. J'ai reçu plein de messages bizarres dans mes DM. Puis j'ai juste fait pourquoi tu perds ton temps à m'écrire? Puis après, il y a des gens qui m'envoyaient des bêtises, puis là, je leur répondais, puis là, ils répondaient plus parce que, ben, moi, je sais bien écrire, fait que j'y prenais le temps d'écrire aux gens sans faute d'orthographe, comparé à eux. Fait que, souvent, ils étaient comme, va l'on chier, t'es pas drôle, arrête de faire de l'humour, Chris Dybite. Je suis comme, ben, merci Jonathan, merci de prendre ça en considération, mais moi, je vais très bien. Je te souhaite du bonheur, et mais c'est ça. Puis souvent, c'était comme, ils répondaient pas parce qu'ils étaient juste un peu surpris, je dis envoie pas chier. Ouais. Mais c'est rare les gens qui écrivent pour nous dire hey, j'aime ce que tu as fait. Moi, je l'ai eu une fois, puis j'étais comme quoi? C'est bien gentil. Je m'attendais pas à ça. Je m'attends à recevoir des messages de bêtises ou des commentaires désagréables sur YouTube. Mais... moi, j'ai like les commentaires désagréables sur YouTube à propos de moi. Puis après, je mets des petits cœurs. Puis là, la personne est comme, elle m'insulte. Puis après, elle fait ah, il est gentil. Il répond. Ouais. Oui. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle au gun show, tu avais ton visage, qui avait l'air. En fait, c'était juste ton visage. C'est mon visage naturel. J'ai tout le temps de l'air bête à la base. C'est juste la forme, en fait, je pense, de tes sourcils qui sont intimidants, là. Tu sais, Je devrais aller chez l'esthéticienne régler ça. Faudrait que t'es rase, peut-être. Non. Très mauvaise idée. Ça serait peut-être pire. Sinon, t'as quand même plusieurs bits en ce moment que t'as fait. Le plus marquant, je pense que c'est Chocolat Margarine. Tu veux-tu en parler un petit peu? Oui. Écoute, Chocolat et Margarine, c'était à la base, c'était une idée que j'avais à propos de faire comme une parodie d'émission jeunesse, mais comme psychédélique. Puis j'ai fait puis là dans ma tête, je voyais le scénario, comment le filmer. Puis je me disais, je pense que ça marcherait plus si je le faisais sur scène, si je faisais juste répéter Chocolat et Margarine avec les marionnettes. Puis à un moment donné, je me rendais compte, ce number-là, il manque quelque chose. Puis un soir, j'ai fait, hey, faut que j'aille de l'air en psychose quand je le fais. Comme Borderline, avec l'esprit d'un chanteur hardcore punk des années 80, comme style Henry Rollins. Puis là, je me suis retrouvé à aller dans la foule, à crier Chocolat et Margarine, à enlever mon chandail, garrocher mes crocs dans la foule, puis comme me crier à 2 pouces de la face chocolat, puis mettre le micro dans la face à personne qui fait margarine. Et c'est comme... C'est un trip que je trouve le fun, je trouve que ça amène comme l'humour ailleurs, parce qu'il faut que tu sois là pour l'apprécier le numéro. Puis ceux qui trippent intense, puis ceux qui aiment pas ça, ils trouvent ça pénible. Mais ça t'a fait une belle réputation, là, sincèrement. Tout le monde qui est un peu comedy geek, c'est quoi Chocolat Margarine, maintenant. Là. Oui, puis souvent les gens, comme dans les soirées, les animateurs sont un peu beaucoup déstabilisés parce que c'est une énergie qui est totalement différente des autres humoristes. Et souvent, c'est pas classique. Et l'idée aussi m'était venue d'un spectacle de danse de Dave Saint-Pierre. OK. Parce que lui, je me souviens à l'époque, j'avais vu juste les extraits, mais il envoyait du monde tout nu, ses danseurs tout nus dans la foule, puis il faisait crier après le public. J'ai fait « Hey, c'est du génie! » Moi, je garde mon bas de pantalon. Je garde mes pantalons, au moins. Oui, il faut. Oui. Tu utilises ça encore des marionnettes à l'occasion? Les marionnettes que j'avais à l'époque, je les ai gardées parce que ça me permet de faire des numbers avec. Mettons ma marionnette ballerine, je m'en sers pour imiter Jennifer Lopez. Okay. Puis en même temps, comme je joue en espagnol, c'est aussi un référent. Sinon, j'avais une marionnette de chef cuisinier, puis là, je m'en sers pour imiter Gordon Ramsay. Sinon, les 2 autres marionnettes que j'avais, ils servent à chocolat et margarine avant tout. OK. Sinon, sur Facebook, tu es probablement une des personnes les plus actives, là, je ne sais pas sur les autres réseaux sociaux, mais je pense que tu publies plusieurs fois par jour. Oui. Puis, une chose que tu fais souvent, c'est faire des jeux de mots avec les noms des personnes, oui. avec des petits montages.
Puis moi, j'ai pas encore fait les petits montages, mais je vais les joindre OK. par la suite. Fait que j'ai eu des petites idées. Je sais pas si elles sont toutes bonnes, mais quand même, j'en ai eu 7-8. J'avais Bruno Marette, comme une marette d'électricité. Oh, ça, je connais pas ça. Ouais, c'est la petite truc que tu vis sur 2 fils. OK. Ouais. Fait que j'imagine avec le petit chapeau de Marette. Oh, OK. Ça ferait pas pire. Sinon, Bruno Marette, mais dans le sens de je me fais arrêter par Bruno. J'avais aussi Bruno Monrotte. OK. Moi qui rote Bruno. Aussi Bruno me rote. Toi qui me rote. J'ai aussi pensé à Brune O. Marotte. Oh, quand même. Pruno. Oh, ça, je l'ai entendu depuis ma Marotte. jeunesse. J'imagine la petite photo à côté de Cannelle. Oh, OK. Bruno Marotte, référence à Brou. Ah, OK, Et, je pensais au film Bruno Ah, de Sacha Baron Cohen. Ah, ben, celle-là aussi, je vais la faire, je vais la joindre aussi dans le montage. Puis la plus poche que j'ai trouvée, c'est Brome Marotte. Fait que je l'ai gardé comme punch-out, vu que c'est pas bon. Il paraît que c'est ça qu'il faut faire. Les jeux de mots poches. Sinon, à part du stand-up, là, de l'absurde, de l'humour de l'objet, as-tu d'autres projets en ce moment? Je suis chroniqueur et bénévole au podcast 70% d'Outou TV, OK. de Tommy Godet et toute sa ribambelle, de la gang du milieu de l'absurde. Puis en même temps, moi, ça m'a permis de faire des montages visuels qui ont été disponibles sur Twitch. D'ailleurs, j'ai aussi fait des montages de plusieurs heures pour ramasser des fonds à l'organisme Infosec avec Douteux pour, mettons, dénoncer les gourous sectaires. Et moi, j'aime beaucoup les avocats du diable. Il y en a beaucoup à Québec. Oui, on en a une couple de particuliers à Québec, là. On dirait que notre radio est propice pour ça, là. Ouais, non, j'avais fait Éric Duhem, Jeff Fillion, Doc Mayou. Doc Mayou, c'est un de mes préférés parce que tout allait trop loin. Mais Depuis qu'il était en podcast. Doc Mayou, j'avais vraiment une opinion. C'était mitigé par rapport à lui parce que j'étais comme, c'est un hostie de génie, mais c'est un hostie de misogyne aussi. Tu sais, il y a des choses brillantes qu'il pouvait dire, mais bourré de préjugés envers les femmes. Oh, oui. Mais pas juste envers les femmes. Ouais, là. pas juste les femmes, là, il y avait d'autres... Il aimait ça utiliser des termes racistes envers les Chinois, mettons. Oui, avec la pandémie, là. Oh my God, c'était quelque chose, là. Mais ça m'a fait une petite affaire quand même quand il est mort. J'étais comme, oh, je pourrais plus rire de lui. Non, mais c'était savoureux, ces extraits web. Là. Ça allait juste trop loin, je pense. Qui était de même dans la vie en général aussi. Ouais. Fait que là, t'as ça, puis je pense que tu produis aussi ta propre soirée. Oui, maintenant à Saint-Rémy, Oui. qui est ma ville natale, où ce que j'habite encore. Je l'avais commencé au mois de février. Ça avait été un très beau succès. Mais comme il y avait beaucoup trop de frais, j'ai décidé de la déplacer dans un bar parce que la première édition était rentable, pas la deuxième. Ouais, puis les coûts, ça monte vite, là. Ouais, tu payes tes humoristes, tu payes tes employés, tu payes ta bière, tu payes la salle, puis t'espères que les gens viennent. OK. Puis tu sais, à part les coûts, c'est quoi les défis que tu rencontres comme producteur, là? La promo, ça je pense que c'est devenu probablement le plus grand défi pour tout le monde maintenant, à cause qu'il y a tellement de changements dans les algorithmes avec les réseaux sociaux que puis en même temps, il faut que tu gages ton public cible, mais ton public cible, tu sais jamais il y a quel âge. OK. Tu as l'impression qu'une soirée d'humour, ça va attirer les jeunes, mais des fois non, des fois oui, des fois il y a c'est du monde de 60 ans qui sont là. Puis des fois, tu es comme, il n'y a pas grand monde de 30 ans. Il n'y a pas grand monde en bas de 30 ans. Je pense que le problème, vraiment, c'est vraiment la game de la promo qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus exigeante et qui te demande de plus en plus d'argent si tu veux atteindre des gens.
Ah ouais. c'est pas un gage de succès. Ouais. Ben, je comprends parce que moi, j'ai fait une blague un moment donné, puis j'ai payé 5$ pour toucher des gens sur Facebook. Puis, ça leur rejoint, je pense, 500 personnes. Puis aujourd'hui, pour rejoindre 500 personnes, Facebook me demande 32$. Ouais. Fait que c'est pas rentable. On dirait qu'ils te demandent toujours plus pour rejoindre même un peu moins. Là. Ah non, mais c'est maintenant devenu... c'est une guerre contre les algorithmes. Faire la promo. Des fois, je vois des shows, puis je suis comme, ça a l'air le fun. Puis après, je me rends compte, soit le show il est passé, soit c'est pas dans ma région. Fait que je gager des algorithmes avec des compagnies qui changent sans arrêt pour t'inciter à dépenser plus. C'est d'une complexité douloureuse. Puis c'est très exigeant aussi faire de la promo parce que tu as des heures que tu dois publier. Il y a des journées que tu dois publier. La fin de semaine, c'est pas la même chose que la semaine, mais si tu publies le lundi, c'est plus payant que si tu publies le mercredi. Si je comprenais les algorithmes, je serais pas ici, je serais riche à San Francisco en ce moment. Fait que tu sais, t'as ta soirée, tu fais des open mic. T'as-tu des projets que tu rêves en ce moment? Ben là, mon prochain projet, c'est de partir une soirée du mot 100% absurde. Oui. Que je fais dans le fond avec la gang de ceux qui font de l'absurde à Montréal. On est quand même une bonne douzaine. OK. Mais là, on va avoir notre soirée à l'automne, qui va être à Notre-Dame-des-Quais, qui va être avec aussi un mélange de drague et de burlesque. Dans le fond, je reprends la soirée de mon ami Teddy Boop, Drag Queen. OK. Que, dans le fond, lui, c'est moi qui avais produit sa soirée, c'est moi qui avais donné l'opportunité de la faire. Mais comme il retourne vivre en Europe à la fin de l'été, c'est moi qui va reprendre les rênes et ainsi pouvoir faire comme humour 100% absurde, d'humour et drague burlesque, parce que les fans de drague aiment beaucoup l'humour absurde. OK. Parce que ils sont pas comme... Ils n'arrivent pas avec des jokes, mettons, de facilité, de préjugés, comme... Tu sais, il n'y aura pas de jokes sur les gays, les trans, des trucs comme ça. Fait qu'eux, c'est pas... Puis en plus, la drague, c'est aussi quelque chose de très absurde en même temps, comme concept. Puis ça leur plaît parce que c'est triste, parce que tu as plusieurs types de drague. Tu as les créatures, les clowns, les kings, les queens. Et maintenant, c'est comme de plus en plus éclaté, puis aussi de plus en plus versatile. OK. Oh. Puis, sinon, ce serait quoi ton plus grand rêve en humour? C'est quoi ton but ultime que tu aimerais atteindre? Oh, juste en vivre. Juste en vivre? C'est aussi plate que ça. Fait que tu sais, côté producteur ou côté artiste, vraiment? Plus artiste que producteur, parce que c'est déjà beaucoup, tu sais, juste la création en soi. Rajouter le coût de producteur là-dedans, c'est comme... Ça t'empêche, mettons, de te concentrer sur ta création et de faire des meilleurs numéros parce qu'il faut que tu prévois comme tout d'avance. Il faut aussi que tu prévois les imprévus, puis il y en a beaucoup. Comme si, mettons, t'as du monde qui t'annule à la dernière seconde, faire ton booking, les budgets, les achats qui viennent avec les soirées. Ça, si je pouvais m'enlever pas ce fardeau-là, mais plus ces obligations-là, ça serait plus facile pour moi de travailler mes numéros. OK. Ce que j'entends, c'est vraiment que tu veux le côté artiste. Oui. Puis, tu sais, qui est-ce qui t'a inspiré comme artiste, toi? En humour? Ouais. Ben moi, je suis un gros fan des Denis de Relais. Ouais. Je pense que ça paraît à peine dans mon humour, là. Sinon, moi, j'ai grandi en regardant Bruno Blanchet. Oui. Avec le studio, puis surtout n'ajustez pas votre sécheuse, qui est une émission culte que je regarde encore, puis qui me fait encore toujours rire parce que c'est de l'absurde, mais c'est tellement niaiseux aussi que c'est parfait. Sinon, les Pic-Bois, ça c'était une grosse influence pour moi. J'étais allé voir beaucoup de leurs shows au Théâtre Sainte-Catherine, avec Julien Bernatchez qui est un génie de l'humour. Sinon, il y a Mario Bélanger qui est une de mes grosses influences, puis qui est aussi un de mes coachs pour m'apprendre à faire de l'humour. Puis Mario, ce qui est le fun, c'est qu'il est très champ gauche. Puis même quand tu dis il est champ gauche, il est plus champ gauche que tu le penses. OK.
Puis quand il fait Mario Rock, c'est une des affaires qui me fait le plus rire au monde. Il pète un céleri sur scène, il chante des tunes qui ont aucun sens. Il va dans la foule chanter, et puis il amène son snare. Et puis c'est comme son guitariste aussi qui est... j'ai oublié le nom du guitariste, mais Vincent Collerette. pas Vincent Collerette, mais le nom de son guitariste à Mario Rock. Mon Dieu, je joue. C'est ça. Vincent Collerette qui est avec lui, mais qui est super bon à la guitare. Puis t'as Mario qui chante tout croche avec. Ça me fait mourir de rire. Sinon aussi Jean-Thomas Jobin. J'aime aussi son espèce de côté anti-humour. Comme il sait que son gag est pas bon, mais il dit tellement sur un ton ironique que ça passe. C'est beaucoup dans l'absurde, moi, que je me retrouve. Ouais. Tu sais, si t'avais un numéro de rêve à faire, que ce soit une pièce de théâtre, du stand-up, ça ressemblerait à quoi? Est-ce que ça serait éclaté? Mettons que tu as tout le budget. Là. Bonne question. Là, en ce moment, je te dirais que le numéro que je suis en train de travailler, c'est un numéro que j'aime et que l'idée me fait rêver. C'est de faire une comédie musicale, une fausse comédie musicale sur le Colonel Sanders. Parce que comme j'ai beaucoup de poulets en caoutchouc, puis ils ont sorti le modèle poulet frit. Okay. Donc je me suis retrouvé avec des gros poulets frits en caoutchouc. Puis là, je suis en train de monter une fausse comédie musicale sur le Colonel Sanders. Qui, comme quoi, puis là, je vends son poulet, mais je dis qu'il torture les poulets, qu'ils les engraissent aux stéroïdes, mais que c'est délicieux pareil. Fait que j'imagine genre au Grand Théâtre ou peu importe. Là, mais une belle grosse comédie musicale, là, ça serait épique, là, mais j'imagine tu vas faire ça petit. Là, ouais, c'est à peu près. J'ai l'impression que ça va durer un 10 minutes, mais ça va être un 10 minutes weird. Là. Dans le fond, je vais vendre le concept comme je suis allé vendre ça au Kentucky. Puis finalement, eux, ils ont pas aimé ça parce que je suis pas bon pour vendre, mais j'ai comme trop d'énergie avec mes poulets. Puis tu vas-tu jouer des instruments? Tu vas-tu chanter? Chanter, oui. Instruments, non, parce que j'ai des poulets à contrôler. Fait que faut que je les fasse squeezer dans le micro. Mais probablement, je vais faire une track avec de la musique libre de droit puis de faire quelque chose de... Je sais pas, je vais essayer de trouver comme une solution ou je vais essayer de travailler avec un ami musicien pour amener ça à un autre niveau. C'est des beaux projets. Oui. Sinon, on va quand même conclure. Ça fait déjà un petit moment qu'on fait le podcast. T'aurais-tu des choses à plugger? Ma soirée d'humour, le Cabaret du Rire à Saint-Rémy, qui va être à la brasserie JC le 2 mai, avec Jer Alain en tête d'affiche, Julie Fortin et Magali Anne Landou en sous-carte, avec mon chroniqueur Jean-Luc Grenier pour l'instant. Donc, il vous reste un nom à confirmer. OK, c'est cool. Fait qu'un gros merci d'être venu. Merci à toi. Merci pour la bière. C'est vraiment apprécié. Là. Je sais que tu étais de passage à Québec, là, mais tu es quand même de Montréal. Là, fait que, Rive-Sud, fait que c'est encore plus loin. Oui. Good. Fait que je conclue là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir été là. Fait qu'à la prochaine fois.